Est-ce que tu veux commencer par te présenter déjà toi, ton parcours? Oui, donc Bruno Dolem, j'ai formation au départ de professeur de lettres, mais je me soigne, hein, je mets les semelles en plomb, je fais des choses attentives pour ne pas planer trop. Donc professeur de lettres en collège-lycée, puis responsable de CIX, on appelait de classe de 4e, 3e, et puis chef d'établissement privé sous contrat. Pourquoi ce choix? Parce qu'on avait beaucoup de liberté, au fond, éducative et pédagogique, peut-être un peu plus que dans l'enseignement public, ce qui a orienté mon choix. Donc 25 ans de direction d'établissement, école, collège, lycée, où j'ai pris beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction, et vu progressivement monter notre incapacité à sortir de contraintes telles qu'on appelle la DAG, dotation horaire globale, le H sur E, nombre d'heures par élève, le E sur D, nombre d'élèves par division, qui fait que toutes ces contraintes-là marchent pour un système très normé, un système qui oriente très tôt et qui fait qu'un même profil se trouve dans un même environnement. Et comme tout ceci a eu tendance à être dans l'implosion depuis les années 90, eh bien, le système en lui-même crée de la difficulté pour tous les acteurs, les élèves en priorité, les enfants, mais les enseignants, les familles. Tout le monde est en difficulté d'un système qui a imaginé que c'était une norme qui s'imposait Oui. et voit arriver de plein fouet ce que j'appelle les singularités. Voilà. Et donc, ayant vu tout ça, il me semblait extrêmement difficile de continuer dans un système, surtout enseignement privé sous contrat, qui avait tendance à se renfermer, du coup, face à la nouveauté, la difficulté, la crainte, comme on a sur une société moderne. Nos sociétés sont dans un grand déni de l'écologie. Et on n'a jamais été autant dans une société qui le dénie qu'une société qui est en train de mourir sur ses fondations. Et donc l'enseignement se crispe dessus parce qu'il sait que ça ne marche plus. Et donc je ne pouvais plus, moi, cautionner un système comme ça. Donc j'ai quitté mon métier de directeur d'établissement. À un moment, quand tu es tu ne peux plus valider ce que tu dois porter, il faut que tu t'en ailles, quoi. Absolument. Donc j'ai pris mon métier de prof et en disant, quand même, il me trottait une petite idée dans la tête, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on faisait autrement? Et du coup, c'est de là où est né M, École d'instance multiple, où j'ai essayé d'imaginer un système, voilà, un mode projet qui pouvait peut-être correspondre à une autre façon de faire école. Voilà le parcours. C'est fantastique. Ça fait déjà rêver. Est-ce que tu veux nous expliquer du coup un peu plus ce que c'est AIM? Alors voilà. Alors ce qui est amusant déjà dans M, c'est qu'au départ, moi je disais EIM, École des intelligences multiples. Bon. Alors, mettons tout de suite les choses au clair. L'intelligence multiple ne renvoie pas à la théorie de Gartner. Il y a la théorie de Gartner, je n'ai rien contre, c'est une hypothèse, c'est pas une théorie, c'est une hypothèse de travail qui est validée sur le fait qu'il y ait des intelligences multiples, plus personne ne peut remettre en cause maintenant ces formes d'intelligence. Cela étant, moi, ça n'a pas été la clé d'entrée à Gartner. L'intelligence multiple, c'est plutôt une ontologie. Ça veut dire que chaque être humain, chaque espèce, chaque individu, chaque vivant a un certain outillage pour vivre dans son monde. Ça, c'est la fameuse ontologie de Descola. C'est-à-dire que l'aigle est très habilité à vivre dans son monde, pas celui du poisson rouge. Donc, en fait, on a des outillages qui font que chacun fabrique son monde. Et la question qui a été posée dans M au départ, quelle intelligence multiple, c'est de se dire, mais si mon monde, c'était un petit poisson rouge et vivre dans de l'eau douce, si j'imagine que l'école, c'est de l'eau de mer, ça va me piquer les yeux, cette histoire. Et donc, pour que ça ne me pique pas les yeux, je vais mettre du collyre, je vais mettre un certain nombre d'aides, des aides médicamenteuses ou pas. Le problème, c'est pas ça, c'est que le petit poisson rouge, il n'est pas fait pour vivre dans de l'eau de mer, on a beau faire ce qu'on veut, quoi. Et donc, c'est de cette conviction simple qui est née EIM, c'est-à-dire comment, au fond, il faut arriver à faire monde, à faire cohabiter des mondes et faire qu'on fait monde avec un S à la fin. Comment je fais cohabiter des outillages, des personnes qui vivent les choses différemment,
qui vivent le rapport au temps, le rapport au monde, et qui ont une expérience différente du temps. Et si je ne suis pas dans une vision multiple du temps et des lieux, eh bien, je vais créer de l'exclusion. C'est comme ça qu'est né EIM. Et après, on dit M parce qu'un élève, un enfant scolarisé, a dit « moi, je vais chez M ». Et on trouvait très amusant que pour un enfant qui déteste l'école, il finisse par dire j'aime. Donc maintenant, c'est devenu M. Voilà, c'est devenu M. J'adore. À l'origine, et maintenant, c'est un écosystème. Parce que l'idée, c'est de se garder et de refaire école. Et il m'a toujours semblé, dans ma réflexion, je travaille beaucoup en ce moment sur le temps, il m'a semblé qu'à chaque fois que je réfléchissais, j'étais presque saturé par l'idée de l'école, telle qu'on la vit en France notamment, ce système qui sature complètement la pensée. On pense à l'intérieur d'un système, mais on ne se dit pas forcément « et qu'est-ce qui se passe si on faisait ça ?» Non. C'est-à-dire qu'on fait la pensée en dehors d'un système existant, et avec M, on essaie de faire ça. Alors, je dis bien qu'on essaie, hein, avec beaucoup d'humilité. Et ça part de la tentative de réponse à deux questions. Et après, je vais rentrer dans le détail précis. Deux questions. La première question, c'est de quoi tu as besoin et de quoi tu es capable. Et ce n'est pas la même chose. Je peux avoir des besoins et pas la capacité. Je peux être capable de plein de choses et pas avoir ces besoins-là. Et en fait, on a toujours pensé l'école comme un lieu clos où on va, comme si on n'apprenait pas en dehors de l'école, et un lieu scancé par un temps spécifique, et le temps scolaire. Des matières qui se succèdent dans un lieu unique. Et on pense que ça, c'est de l'inclusion, mais c'est compliqué, cette histoire. Je dis souvent, mon fils adore la piscine. Et c'est un milieu très ordinaire, la piscine. Bah non. Moi, quand je vais à la piscine, et mon fils Virgile rigole, j'ai l'impression que c'est un pot-au-feu et qu'il y a des bouts de viande et des choses qui flottent là-dedans. Et je trouve ça absolument assez dégueulasse, au fond, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'un milieu ordinaire? La question, c'est, je crois qu'elle ne faut pas être posée comme ça, c'est un milieu ordinaire pour qui? Et on revient à la même question. Pour qui ce milieu est ordinaire? Ben, il est ordinaire pour moi, mais pas pour moi. Ce qui fait qu'il faut donc imaginer, d'où le multiple, des lieux et des temps suffisamment multiples pour que chacun puisse trouver à l'intérieur de ce lieu et de ce temps quelque chose qui lui convient. Voilà. C'est ça le principe. Donc, une fois qu'on a posé, c'est pas compliqué. Le mettre en œuvre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est exactement ce que j'allais dire. La théorie, elle est magnifique et elle est assez simple à comprendre. Et on peut même y adhérer assez facilement si on a une certaine ouverture d'esprit. Mais pour avoir échangé, par exemple, avec pas mal de personnes qui travaillent dans l'enseignement, si tu es face à 30 élèves, concrètement, comment tu fais? C'est impossible. C'est impossible. Face à 30 enfants, avec déjà la diversité naturelle. Quand on rajoute à cette diversité naturelle l'obligation aujourd'hui de l'inclusion, qui est une autre forme de diversité, ça implose, avec des enseignants de bonne volonté pour certains, d'autres pas, mais ça arrive aussi, mais surtout non formés. Et dans un environnement qui, de toute façon, est tellement clos que, je prends un simple exemple, 50 mètres carrés avec 30 enfants dans une salle, mais un fauteuil roulant, c'est encore pire. Où est la place? Il n'y a même pas de place pour circuler. Donc l'idée, c'est qu'on essaie de faire quelque chose, et c'est bien, dans un système qui déjà a montré ses limites et ses failles. Alors, cela étant, c'est très facile pour des systèmes comme les nôtres d'imaginer, puisqu'on dit du tout, moi sur l'école M, on est à 25-30 enfants sur l'ensemble de l'école. Donc c'est tellement plus facile, évidemment. Donc ce qu'on fait, comment dire, je ne critique jamais l'éducation nationale, jamais, parce que on n'est pas sur la même. Nous, quand on pense M, c'est 30 élèves sur l'ensemble de l'établissement. C'est même pas l'effectif dans une classe. Donc, ce n'est pas comparable. Donc, je dis simplement que si l'éducation nationale avait les moyens de ça, on serait sans doute en moins de difficultés. Voilà. Mais aujourd'hui, les chemins sont repris comme ça. On était en lien avec une mairie
qui a 3 écoles primaires et qui en ferme une pour des raisons d'effectifs. Fermer une école pour des raisons d'effectifs veut dire qu'on va surcharger les classes à nouveau. Or, on sait que le ratio nombre d'enfants dans les nombres de classes est non pas le facteur, mais un des facteurs très importants sur l'accompagnement de la diversité. Et donc, pour des raisons X, on ne prend pas cette voie-là. Donc, voilà. Voilà, donc pour rapidement, et donc c'est l'idée comment faire autrement que ça. Alors, ça part sur l'idée, sur des 3 idées relativement simples, au fond. La première idée, c'est le projet. Alors, je travaille en ce moment sur le temps scolaire. Alors, je vais prendre, comme je sais que tu coupes après, ce sera plus facile, je vais dans le décousu. Le temps scolaire, je vais te montrer la différence pour entrer dans le concret, et puis tu m'interromps et tu m'interroges à chaque fois. Le temps scolaire veut dire qu'on va, quand ton enfant est à l'école, la première chose qu'il trouve au début de l'année, c'est un emploi du temps. On va avoir un emploi du temps sur l'année, avec des séquences de 1 heure, 55 minutes, 1h30, etc. Et donc, dans ce temps global séquencé, on rentre des matières. Donc, c'est-à-dire que les disciplines sont encapsulées dans du temps. Moi, je me suis dit, mais, alors, tu vas sourire, j'espère. C'est quoi du temps dans du temps qui passe pas? C'est quoi cette histoire? C'est quoi le temps qui passe dans 1 heure, en sachant que, de manière plus simple, il y a 1 heure qui va passer vite, 1 heure qui va passer lentement. Qu'est-ce qui fait qu'une heure passe vite ou qui passe lentement? Ce n'est pas l'heure en elle-même, l'heure est toujours la même. Qu'est-ce que c'est que ce petit quelque chose qui fait que le temps passe vite ou le temps passe pas vite? Ce petit quelque chose, c'est en quoi ça c'est important pour moi? Qu'est-ce qui a importance à mes yeux qui fait que tout d'un coup ça va passer vite ou ça va être lent? Et donc, le projet de M, c'était d'inverser les choses. Ce qui encapsule le temps, ce n'est pas le temps, c'est le projet. On va avoir un projet, quand on ouvre Vernon, le projet, il est contre-intuitif, il va durer sur 32 mois. C'est faire ville. Faire ville. Pas faire la ville, faire ville. Ce truc-là, tu es d'accord avec moi, il est imprenable. C'est imprenable, c'est tellement énorme que par quel bout je m'y prends? Ça, je l'ai appelé le proto-projet, comme le tronc d'arbre. Donc, c'est imprenable. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher des branches, des grosses branches, des métaprojets. Tiens, ça peut être habiter la ville, travailler en ville, se déplacer en ville, etc. Donc, je commence à avoir des domaines, comme des arborescences, tu vois, des domaines de projets qui commencent à mettre des choses qui commencent à être un peu plus cohérentes. Mais c'est encore un peu gros, cette histoire. Donc, après, je vais aller vers des projets. Par exemple, un projet qu'on va développer, c'est faire un square. Faire un square. Donc, faire un square, c'est se rattacher à un métaprojet. Il y a d'autres choses et se rattacher. Donc, tout ça, ça se parle. Or, on sait que dans l'enseignement, les choses sont cloisonnées. C'est du sous-marin. Cours de français, cours d'histoire, cours de maths, tout ça, ça se clôt. Nous, et ça s'encapsule dans du temps. Nous, c'est le projet qui est. On a un projet. Et à partir de ce projet, va se dégager des plages de temps. Et donc, le square, ça veut dire, moi je vais y rentrer, par exemple, ça va me dire, moi ce qui m'intéresse dans le square, c'est l'aspect de l'horticulture. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment je me déplace. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment j'éclaire. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est un kiosque à musique. Et donc, l'enfant, pour revenir à ce que j'étais là, rentre dans ce projet par qu'est-ce qui m'importe à moi et qu'est-ce qui me plaît à moi. Ouais. Une crevasse dans une rue, tu es dans une route, tu as une crevasse sur le bitume. Moi, la crevasse, elle m'ennuie, elle me pose un problème pour mon pneu. Par contre, le lézard, il est parfaitement heureux qu'il y ait la crevasse, que lui, il s'y cache. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Il faut un projet suffisamment ample pour que chacun puisse y rentrer par ce qui est important à ses yeux. Et souvent, les profs avec qui je travaille me disent, Bruno, qu'une pièce de théâtre, c'est un projet chez toi? Je dis non, c'est un projet de pièce de théâtre. Tout le monde ne va pas être intéressé par ça. Par contre, une pièce de théâtre, ça peut être intéressant dans un square. Il y a un enfant qui me dit l'autre jour, ouais, ton square, c'est intéressant, Bruno, moi, je vais être cuisinier. Je dis, super, on va faire un square. Et je vois dans ses yeux qu'il me dit, mais non, il n'est pas sérieux, ce garçon. J'ai dit, tu as raison, on va faire un square.
J'aimerais mettre un food truck dans le square. Oui. C'est comment, au fond, d'ailleurs, comment on l'éclaire? Ben, on l'éclaire en faisant du photovoltaïque. Tiens, ça peut être des éoliennes. Ah, les éoliennes, ça peut être joli. On peut faire les trucs de caldaire. Tiens, on peut faire un champ d'éoliennes. Tiens, tout d'un coup, on peut faire une exposition. Tiens, on peut faire... Et donc, chaque projet est le prétexte à quelque chose. On va pouvoir le vendre, pouvoir mettre une expo, pouvoir faire des QR codes. Donc, chacun va pouvoir rentrer par quelle est ma zone d'intérêt pour pouvoir trouver intérêt à travailler avec les autres disciplines après. C'est Et donc, fantastique. c'est le projet qui cimente les choses. C'est très important, cette tridimension, le proto-projet, le méta-projet, le projet. Parce que le risque du projet, c'est de s'enfermer dans un seul projet qui finit par exclure après le théâtre. Non, l'idée, c'est que le projet soit tellement imprenable, ferville, qu'on y rentre par l'économie sociale solidaire, par les QR codes, par la mode, par plein de choses. Et donc, chacun va pouvoir... Et il y a plein de projets comme un arbre, et c'est sans fin. Et c'est sans fin. Donc, à chaque fois, ça s'amplifie, ça s'expand, si j'ose dire. Ouais. Donc, ça, c'est le mode projet, c'est peut-être la seule originalité du projet tel qu'il a été conçu là. Et donc, une fois qu'on a dit le projet derrière, il faut se dire, enfin, c'est intéressant de se dire, c'est qu'est-ce que ça implique sur le temps et l'espace. Et du coup, chez WIZEM, chez M, on a des parcours et on a des lieux. L'alternance, en France, souvent, moi j'enseigne encore, l'alternance dans le supérieur, l'alternance, ça veut dire qu'on va alterner les lieux. Par exemple, les étudiants sont à l'école et puis ils vont en entreprise. L'entreprise pense que les profs sont des doux rêveurs et les profs pensent que les chefs d'entreprise sont des voyous. Enfin, personne ne se parle dans ces histoires-là, ou très peu. Bon. L'alternance pour M, c'est pas comme ça. L'alternance, c'est de dire j'ai un projet, je vais alterner donc les acteurs, les lieux et les temps pour réaliser ce projet. Par exemple, je prends mon idée de square. Un mot me dit, c'est intéressant quand même, comment on se rend au square. Comment on se rend au square? Qu'est-ce que c'est que cette mobilité? Tiens, on pourrait faire des trottinettes solaires, on peut faire des choses comme ça. Trottinette scolaire, on peut la fabriquer. Moi, je ne crois pas qu'on transmette des savoirs, je crois qu'on fabrique des savoirs. On fabrique des savoirs. Et donc, pour fabriquer la trottinette, on peut être dans un endroit où on va en forger une. Puis on va aller là pour faire ça. Donc, on va aller dans différents endroits, différents temps, différents lieux, qui chacun alterne en vue de réaliser le projet. Donc, ce n'est pas l'alternance des choses, c'est l'alternance des acteurs, des lieux et du temps en fonction de l'avancée, de la réalité du projet. Et en plus, on travaille en mode projet, dès la 6e, 5e, on fait le Kanban, on fait l'Eisenhower, on fait la méthode agile, parce que c'est très intuitif au fond. Alors, tout ça, ça tient. Hein. J'ai fait le tour de France, moi je suis qu'un prof chef d'établissement, donc pas trop au courant de tout ça. C'est l'expérience de pensée. Hein. Donc, je sais ce qui ne marche pas, je ne sais pas si ça marche, mais je sais ce qui ne marche pas. Et une fois qu'on a pensé ça, il faut aller un cran plus loin, et c'est là où nous, on affirme notre identité. Hein. On ne la revendique pas, on l'affirme. On ne dit pas que ce qu'on fait c'est bien, on dit que c'est notre projet. Une fois qu'on a posé le projet, c'était d'idées multiples, il faut travailler le temps de manière multiple. C'est-à-dire qu'il faut travailler le temps, les temps intérieurs, et les temps pour s'y rendre. Pour certains enfants, se rendre quelque part, c'est hyper compliqué, c'est hyper fatigant. Et donc, si tu mets un projet qui est multiple, mais le resserrer dans un temps qui est à nouveau le même temps pour toutes et pour tous, ça ne marche pas. Donc, nous, on a inventé des parcours. Ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelait un temps incompressible. Soit 4 demi-journées par semaine, soit 2 demi-journées par semaine sur le lieu où on est dans la fabrique des savoirs. Parce qu'en fait, et on parlera du TDA après, les lieux dans l'école, ce n'est pas des salles de classe, c'est un process. Il y a le lieu de permaculture, l'atelier, etc. Et tout est lié. Ce qui fait que les adolescents qui sont là se déplacent continuellement. Et donc, je me souviens qu'un ado m'avait dit une fois, mais mon TDA, je ne sais plus où il est. J'ai dit, bah oui, forcément, puisque le problème du TDA aussi, c'est que quand on te met 3 heures ou 1h30 à la suite, les fesses assises sur une chaise à écouter quelqu'un, c'est pas est-ce que je vais décrocher, c'est quand. Dès l'instant où tu peux bouger, tu peux être actif, etc., tu t'aperçois que ce qui fabrique notamment la difficulté s'amortit, s'amenuise
Je ne dis pas que la difficulté n'est plus là, mais qu'elle est beaucoup moins présente, parce que les facteurs qui contribuent à accentuer ces difficultés-là s'estompent. Et je crois que c'est une façon peut-être plus écologique que d'aller vers la médicamentation. Je pense qu'un environnement qui prend soin, un environnement qui est un environnement de l'attention à la personne, du prendre soin de la personne, est déjà en soi un acte thérapeutique qui permet à la personne de la considérer là où elle en est, là dans ce qu'elle peut faire, qui évite derrière, même si j'ai rien contre, moi je ne suis pas assez spécialiste pour être contre, mais j'avoue que je suis un peu toujours interrogatif quand tu es obligé de prendre des médicaments dans un système pour supporter un système. Surtout pour les enfants, en fait. Je pense que si un enfant peut évoluer dans un environnement justement dans lequel il va oublier son TDAH, ça c'est quand même magique, il n'y aura pas un besoin de médicaments. Alors, je finis sur le parcours. Tu as donc ce socle. Tu vois, quand l'enfant arrive pour s'inscrire chez nous, il ne s'inscrit pas dans l'école. Ça, c'est un risque. On le rencontre et on lui pose la question de quoi tu as besoin, de quoi tu es capable. C'est un écosystème qui se met en place. Un écosystème au sens le plus vivant du terme. Un écosystème, c'est un ensemble formé par des êtres vivants et non humains qui interagissent ensemble. Voilà. C'est ça un écosystème. C'est du vivant pur. Donc, on a l'école, le retour à la scolarisation, les ateliers du mercredi, les ateliers des vacances ce soir. On a une panoplie peut dire de quoi tu es capable, de quoi tu as besoin pour celles et ceux qui veulent rester dans le système, etc. Une fois qu'on est dans M, il y a le parcours, les 4 demi-journées le matin, en quinconce, ou 2 demi-journées pour ceux pour qui c'est dur. Et puis, il y a des demandes supplémentaires les après-midi, etc. Pour les familles qui disent c'est un peu compliqué. Donc, on a l'après-midi, un peu d'après-midi, des temps plus individualisés. Des temps de coworking, des temps aussi d'accompagnement. Qu'on disait, certains enfants ont besoin des 10, des TDA, ont besoin d'accompagnement. Plutôt que les familles fassent des déplacements à n'en plus finir, nous, on souhaite que les après-midi soient du temps plus individualisé, plus consacré à de quoi j'ai besoin, de quoi je suis capable. Là, c'est coworking, c'est travail, c'est accompagnement, c'est tout ce qui permet ce temps-là. Et ça, c'est du temps à la carte qui évite à nouveau de dire c'est pas parce que les parents en fait travaillent en France de 8h à 18h qu'il faut que l'école soit un EHPAD. En fait, on a organisé l'école comme l'usine. Parce que les parents bossent, ils sont là. En Finlande, ailleurs, ils commencent à 9h30, finissent à 14h, etc. On est vraiment sur un temps d'usine. Donc ça, on a refusé ce système-là. On a refusé l'idée qui est cours le matin et atelier l'après-midi. Pour nous, c'est la fabrique des savoirs. Il y a 3 lieux essentiels chez M. Il y a les ateliers, permaculture, recyclerie, IA, etc., où en même temps se font du temps d'enseignement en bloc comme des Lego. C'est-à-dire que dans le projet, le prof, il n'y a plus de prof ou d'élèves, il y a des gens qui interviennent et la personne n'est jamais seule. On est sur un mode projet et tout d'un coup, on va prendre une équation, telle ou telle chose. Donc, c'est comme le Lego, c'est des briques de temps à l'intérieur. Donc, le premier lieu, c'est celui-là. Deuxième lieu, c'est le dojo. Il y a une salle toujours très cocooning où ils peuvent, de sensorialité, où ils peuvent vraiment souffler un peu, vraiment tout un travail sur le corps. Parce que dans l'école, ce qui est intéressant dans notre école, c'est qu'il y a 2 choses qu'on ne travaille pas, c'est le corps. Le corps, il est travaillé en EPS ou en bio pour la reproduction, mais le corps en lui-même, déjà, c'est le grand oublié. Et puis la façon d'apprendre. Donc on n'apprend pas comment marche le cerveau et on n'apprend pas comment marche le corps. Et après on est surpris que ça dysfonctionne. Bah oui, c'est comme les 2 éléments par lesquels rentrent le savoir, le corps et puis le cerveau. Donc nous on a travaillé tous ces éléments-là et des lieux afin que les élèves puissent venir en fonction tel ou tel les ados, tel ou tel moment au sein de la structure. Et pour répondre à ce que tu disais, une fois qu'on a posé ça, moi, c'est pas mon univers. Hein, donc, moi, j'ai fait le tour de France pour dire aux gens, mais si on fait ça, ce que vous prenez, et tout le monde, c'est bien l'hôpital de Garges, que des TDA, des autistes, spécialisés, des psychologues m'ont dit, oui, si je fais ça, ça peut être intéressant. Et derrière, le gap, il est financier. Et donc, il fallait à nouveau se frotter à cette difficulté-là, qui n'est pas inintéressante. Qui vient de Béatrice Ducas, que je connais très bien, qui est une très profonde amie,
sur les réseaux et qui m'a dit ton projet il est bon, Bruno, mais à l'époque j'étais à 600 €, mais c'est pas sérieux, quoi. Et on s'est quitté en très mauvais termes à ce moment-là. Elle était en larmes et j'étais en larmes aussi. Parce que je m'apercevais qu'effectivement, ce qui était déjà moins cher que tout ça était encore inaccessible. Donc, je me suis mis dans mon coin, puis j'ai réfléchi. Quand je fais quoi, je fais l'autruche, je travaille. Et donc, j'ai essayé de rendre accessible l'accès. Et je réponds à ta question, je ne la perds pas sur le public. Chez M à Vernon, le coût de la scolarité pour 4 demi-journées, c'est 175 € par mois. Le coût de la scolarité à 2 demi-journées, c'est 95 € par mois. Au maximum, si l'enfant prend l'après-midi, on est sur une scolarité à 270 € par mois, maximum. Wow. Avant les aides. Derrière, je suis allé voir les entreprises pour leur dire les salariés sont toujours parents de quelqu'un. Et donc, on est en train de développer tout un tas de mécénat qui fait qu'aujourd'hui, il est raisonnable de penser qu'on pourra faire une scolarité à temps complet, pour ceux qui le veulent. Donc, des journées, c'est une scolarité là qui ne dépassera pas, je dirais, les 80-90 € par mois pour les familles. Donc, moins cher que le privé sous contrat. Wow. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, et on a rencontré avec Anne-Marie, l'inspecteur d'académie de Vernon, parce qu'il nous semblait intéressant, comme quand on va s'installer à Vernon, de rencontrer les inspections pour pas qu'ils découvrent comme ça. C'est quand même mal élevé de s'installer sans rencontrer les acteurs. Et ils nous ont dit il y a des besoins en primaire de plus en plus, etc. Et t'imagines bien que quand on voit l'enseignement public et qu'on leur dit oui, nous, on est prêts à travailler avec vous, mais que le gap pour les familles, c'est 0 à 700 € ou 1000 €, le gap, il est imprenable. Nous, le gap, il va être complètement différent. Donc, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des scénarios, comme tu le dis, de partenariat de travail pour dire c'est pas l'un ou l'autre. On peut imaginer des parcours hybrides, des hybridations qui font qu'on travaille ensemble à faire que dans ces parcours-là, chacun avec ses contraintes, ses difficultés, puisse collaborer et faire en sorte qu'il y ait des itinéraires pour toutes et tous. C'est un peu ça le projet final, quoi. C'est et rappeler aux fantastique. entreprises que je rappelais aux entreprises souvent, je leur dis, vous savez, la langue grecque est une très très jolie langue parce que c'est une langue philosophique. Et donc, si vous prenez l'écologie, en grec, ça se dit oikos logos, la science de la maison. Et l'économie, c'est la gestion de la maison. Donc, normalement, l'économie s'encastre dans l'écologie. L'économie est au service de l'écologie, qui est la protection du vivant. Voilà. Et voilà, donc c'est un peu ce projet-là. Et les entreprises commencent à rentrer, certaines par valeur, d'autres par opportunisme, on s'en fout. De dire, vous imaginez bien que 20% de la population est neurodivergente aujourd'hui, à minima. C'est les diagnostiqués, il y en a plus que ça. 25% des enfants vivent mal le système scolaire. Vous imaginez bien que bon nombre de vos salariés sont impactés par ce problème-là. Ouais. Et que je dis, moi, je n'ai rien inventé. Les entreprises ont inventé les crèches il y a 30 ans. Je vous rappelle juste que les enfants s'agrandissent. C'est tout bête. Hein. Donc, à 2 ans, il y a des problèmes. À 12, 13, 15, 16 ans, il y a d'autres problèmes. Donc, prenez ça à bras-le-corps. Votre marque employeur, votre RSE est impacté. Et votre retour sur investissement, il est immédiat, quoi. Les élèves qui sont en difficulté aujourd'hui sont les salariés qui seront en difficulté demain. Exactement. Et dans un monde qui change, ces salariés en difficulté sont les futurs sauveurs de l'entreprise. Est-ce que tu connais la théorie des crapauds fous? Tu connais cette théorie des crapauds fous? Non. La théorie des crapauds fous, c'est une théorie très sérieuse faite par Cédric Villani notamment et puis 2 autres chercheurs qui se sont posé la question, mais les crapauds vont toujours pondre les œufs au même endroit. Et si tu fais des déroutes, ils se font écraser par milliers. Et certains, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, ils bifurquent. Ils changent de chemin. Ceux qui changent de chemin sauvent l'espèce. Dans un monde en profond changement, on n'est pas dans un changement climatique, on est dans un nouveau régime climatique, disait Bruno Latour. Pour comprendre un monde qui arrive, qui est complètement nouveau, qui est complètement bouleversé par rapport... Parce que c'est notre monde qui a créé ces difficultés-là. Pour résoudre
ces difficultés-là, c'est pas avec les mêmes cerveaux qu'on les résout, c'est avec des cerveaux nouveaux. C'est Einstein qui disait, si vous demandez aux gens qui ont posé les problèmes de les régler, ils vont pas les régler. Ceux qui ont engendré les problèmes, ils vont pas les régler. Donc aujourd'hui, montrer que les entreprises, pour répondre à ces défis nouveaux, ont besoin de gens qui ont cette capacité de répondre différemment. Alors, Ouais. c'est là où moi, je crois profondément. Pour ça, je fais attention aux intelligences multiples, à l'atypisme, etc. Je ne voudrais pas qu'on crée de nouvelles niches, qu'on crée de nouvelles choses. Et moi, je dis souvent, avec maladresse, mais si je n'ai pas d'autres mots, je dis souvent que la neurodiversité est à l'humain ce que la biodiversité est à la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas atypisme ou pas, nous sommes tous singuliers. Nous avons tous une façon particulière d'être au monde et de faire cette relation avec le monde. Et donc, notre neurodiversité, elle est naturelle. Bon. Donc, il n'y a pas A ou pas. Nous sommes tous je disais aux étudiants l'autre jour, le cours que je fais, la conversation, moi je dis souvent, une conversation n'est pas un cours, n'importe quel con peut le faire, n'importe qui peut faire ce cours. La façon dont j'ai de faire ces conversations, il n'y a que moi qui le fais comme ça. La façon dont vous avez de vivre ces conversations, il n'y a que vous qui la faites comme ça. Nous sommes irremplaçables au sens propre du terme. Et donc, c'est cette idée-là, véritablement, que l'environnement doit prendre soin. C'est l'environnement de l'écoute, de la coopération. Et quand on met cet environnement-là, on décloisonne le temps, l'espace, les lieux. On fabrique des savoirs, on est vraiment sur l'expérimentation. J'expliquais le jour aux enseignants que combien de temps vous avez mis pour oublier le programme d'histoire géo une fois que vous avez passé votre baccalauréat? 3 semaines, 1 mois, 6 mois? Bon. On sait bien que tout le monde sortant du système français parle de langue vivante tout à fait couramment. Bon, on le sait bien. On est fort en langue. Tout le monde sait la photosynthèse. On a tout oublié ou presque des 7500 heures qu'on a passées. Par contre, tu ne fais pas de vélo pendant 5 ans. Tu remontes sur un vélo après, c'est difficile, mais tu n'as pas oublié. Parce que simplement, tu as expérimenté, tu as fait l'épreuve au sens le plus spinoziste du terme. Spinoza, vraiment, tu as éprouvé les choses. Tu les as avec. Voilà. Donc, c'est ça un peu le projet de l'école. Et du coup, effectivement, on va davantage prioriser. Même si on accueille tout le monde, on va accueillir ceux qui souffrent le plus dans le système normé, qui souffrent le plus, les 10, les TA, les TDA, les TSA, etc. Et voilà, donc on va accueillir prioritairement les enfants porteurs de ces talents. Et chaque fois, le système nous invite à... Moi, j'étais en mode projet, je n'étais pas avec le primaire, et on nous demande de plus en plus d'aller vers le primaire. Donc, on va s'accrocher aussi aux primaires, les enfants de CM1, CM2, et tout le monde dit que ça va de plus en plus tôt et de plus en plus vite mal. Voilà. Ouais. Donc, je suis convaincue qu'il faut mettre en place des aménagements aussitôt que possible, dans l'idéal, dès le tout début, en fait. Parce que malheureusement, des expériences négatives et endommageantes arrivent très rapidement. Très vite, oui. Donc, on est en train de se mettre au primaire, au cycle 2. Ouais, et je pense que, en fait, on a tendance à penser qu'il faut des bases pour ensuite faire quelque chose de plus créatif. Mais moi, je suis convaincue qu'on peut faire les choses à l'envers. Et en fait, lâcher les enfants de manière créative et eux vont découvrir à leur manière, en fait, leur manière d'apprendre et, comme tu disais, en fait, ils vont créer un parcours et tout au long de ce parcours, à un moment donné, ils vont forcément toucher à tout ce qu'il faut. Et ça, c'est super intéressant, mais c'est vrai que c'est un peu... bon, ça peut faire peur aux personnes je partage cette analyse, c'est que qu'est-ce qu'on appelle les fondations? En France, souvent, on appelle ces fondations les savoirs académiques. On va commencer à apprendre, etc. Je ne crois pas, comme je suis d'accord avec toi. Les vraies fondations, c'est quoi? C'est la sensibilité, c'est la faculté de coopération, c'est les arts, c'est la philosophie, c'est la musique, c'est tout ce qui correspond à l'éveil de la personne. Et après, il sera toujours temps de mettre du savoir là-dessus. Ouais. Mais des savoirs sensibles, des savoirs imaginatifs. Et derrière, les savoirs académiques qui changent, les choses évoluent. Bon, on a le temps de ça. Donc, on commence par l'essentiel, qui est le frivole.
L'essentiel, c'est le frivole. Voilà. C'est absolument. Moi, je suis convaincue qu'il faudrait faire de la philosophie dès la maternelle, en fait. Bien sûr. Donc, tu vois, moi, je crois vraiment, plus j'y travaille, j'ai essayé de réfléchir. J'ai bougé la proposition de l'école M dans tous les sens pour voir que ça pouvait ne pas tenir. Et j'ai secoué pour dire, ça va bien lâcher. Et au fur et à mesure qu'on a travaillé dessus, le système est d'autant plus résistant qu'il est mis en fragilité. Dès l'instant où, surtout, on pense en dehors de ce qui est pensé. C'est Grothendieck, le plus grand mathématicien du XXe siècle, qui disait il faut s'émanciper et passer outre, réinterroger ce qui n'est plus réinterrogé, réinterroger les programmes, réinterroger le temps, réinterroger les lieux. On a fait de l'école le seul lieu où se fabrique, où se transmet du savoir. Or, nos outils aujourd'hui, comment faire? Regarde les TIF aujourd'hui, on est ensemble. Et pourtant, on est à des distances élevées. J'étais l'autre jour, les gens me disent oui, mais le présentiel et le distanciel. J'ai dit, écoutez, moi, je ne comprends pas cette différence-là. Je ne la comprends pas. J'ai dit, moi, je suis un fondu de cinéma. Je vais au cinéma 3 fois par semaine. Bon. Je vous assure, j'étais voir dans l'écran. Les gens ne vivent pas dans l'écran de cinéma. Les acteurs ne vivent pas dans l'écran. J'ai été surpris parce que qu'est-ce que je fais quand je suis au cinéma? Je pleure, je ris, j'ai de l'émotion. Pourtant, les gens ne sont pas là. Donc, ne me dites pas c'est parce qu'il y a du présentiel, c'est nos outils qui sont peut-être pas assez bons. Mais quand je pense à des gens que j'aime, ils sont vraiment là. Donc, c'est pas une affaire de présence ou de distance, c'est une affaire de comment je remplis ce temps-là, comment je mets de la relation, comment je mets de l'émotion, comment je mets du désir avec ça. Et donc, et ce désir, il demande de détricoter le temps et l'espace et d'éviter de faire de l'école ce lieu clos, fermé. Et je répète souvent qu'en grec, skolé veut dire loisir, divertissement, et pas l'étude et le labeur. Ça, c'est la version latine. En grec, c'est vraiment le loisir et le divertissement. En faisant une école où on prend plaisir, on est vraiment dans... Et on s'aperçoit quand tu fais du... Alors les gens disent les programmes. Je dis, les programmes, on les fait, tant qu'il faille les faire. Je dis parce que quand vous faites un square, vous faites, il suffit de reprendre les programmes, on le fait dans nos démonstrations, on fait tous les programmes d'histoire géo, de technologie, etc. Parce que derrière, on fait l'économie, on fait la ville, on fait la mobilité, on fait les déplacements, on fait l'histoire, etc. Donc les programmes sont faits de manière donnant du sens, du concret et de l'intérêt aux choses. Et du coup, quand on a ouvert la première école, l'inspecteur m'avait dit, mais vous ne pouvez pas faire un lycée technologique, général et professionnel en même temps. Et je dis, Madame l'inspectrice, avec tout le respect que je vous dois, il y a plein de choses qui marchent dans le monde et que je ne comprends pas. Et pourtant, elles marchent. Bon. Donc, là, c'est le même cas ici. J'ai par contre la différence, vous voyez, quand un enfant sera allé sur un projet de square, par exemple, sur plusieurs mois, il est sur ce projet-là. D'autres, ils vont dire, moi, ce qui me plaît dans le square, c'est le QR code. Moi, ce qui me plaît, c'est la comptabilité. Moi, ce qui me plaît, c'est le vendre. Moi, ce qui me plaît, c'est les vêtements pour. Et donc, une fois qu'il aura déterminé ça, il va choisir son bac pro, bac technologique, bac général, après avoir éprouvé ce qu'il aime dans le projet, quelle est sa force de compétence. Donc, c'est juste inverser les choses. Au lieu de dire, je pense que je vais aimer ça, parce que j'ai éprouvé par plusieurs projets à la suite que c'est plutôt cette carte d'entrée qui me plaît, que je vais travailler, et du coup, je sais travailler en équipe, comme une entreprise qui travaille avec des comptables, avec des commerciaux, avec des ingénieurs, et c'est comme ça qu'on fabrique quelque chose, quoi. Donc voilà le projet, et que ce qui est intéressant dans tout projet comme ça, c'est que je me suis aperçu au fur et à mesure de la réflexion que le pédagogique influençait sur l'économique et l'économique influençait sur le pédagogique, les deux étant deux phases différentes, et que les enlever l'une l'autre empêchait de dire ah bah oui, un enfant dans un collégien coûte 800 € par mois à nos impôts en France, un lycéen 1200 €, et donc un IME 3500 €, donc on ne peut pas sortir de ces schémas-là, c'est déjà s'enfermer. Et donc se poser la contrainte d'un accès accessible à toutes et à tous, c'est se donner la possibilité de repenser la pédagogie. Et moi, j'aime pas le terme de pédagogie, et je finirai dessus, parce qu'il va être... J'aime pas le terme de pédagogie, parce qu'il me semble asymétrique. La pédagogie, il y a celui qui sait et celui qui ne sait pas.
La pédagogie, c'est là, on dit souvent, le gouvernement n'a pas fait acte de pédagogie comme s'il ne nous avait pas assez bien enfumé pour nous faire avaler feu des couleuvres. C'est ça un peu quand on dit ça. Donc la pédagogie, c'est maître-élève. Bon. Et alors moi, je prends un terme qui est beaucoup plus, un terme à la con, j'aime bien les termes à la con. J'appelle prosopogogie, qui est un terme grec qui n'existe pas, que j'ai inventé. Le prosopo, c'est ce qui se présente à moi. Et donc, pour moi, la relation, c'est l'acte de travailler sur ce qui se présente à moi. Et dans cette relation-là, il y a des collaborateurs et des collaboratrices, mais il n'y a pas prof-élève. L'élève, c'est plein de choses sur l'amitié, l'amour, la difficulté, les succès. Il y a plein de choses qu'il sait, plein d'expériences qu'il a faites, pas besoin de se déplacer. Et donc, j'ai mieux imaginé qu'on ait des collaborateurs, des collaboratrices, que chacun intervient avec des zones de savoir différentes, avec des épaisseurs de vie qui sont différentes, mais il n'y a pas le sachant et l'apprenant. Je crois que ça ne se pose pas comme ça. Si j'essaie de me mettre dans la peau, disons, d'un enseignant classique, souvent une question qui peut venir, c'est oui, mais comment est-ce que tout ça, ça va les préparer à la vraie vie, au monde du travail, etc. Je suis certaine que cette question, elle t'a été posée. Bien sûr. Alors, il faudra qu'on m'explique de quelle manière, habitué depuis la 6e ou la 5e. Alors, je vais prendre je vais prendre un exemple à l'envers. Si je force un petit peu le trait, est-ce qu'un élève qui travaille solitairement, qui cache sa main pour pas qu'on copie sur ce qu'il a fait, qui est dans la performance, qui est dans le classement, est-ce que ces indicateurs, ces KPI, comme on dit dans l'entreprise, ces indicateurs sont les meilleurs indicateurs pour un travail collaboratif dans l'entreprise? La collaboration, la coopération, le travail en équipe, la capacité d'avoir des outils de réflexion, le Kanban, tous ces outils-là, pas à peine d'attendre le master pour le faire. Nous, chez M, dès la 6e, 5e, ils travaillent dans cette matière-là. On est dans une éthique de la coopération, du travail en équipe. Je crois que c'est la meilleure façon pour l'entreprise de réussir que d'avoir ce travail en équipe. Et donc, dès la 6e, dès qu'on rentre dans l'école, on a cette coopération. Donc, c'est les préparer au mieux, en fait, au monde de l'entreprise, qui est un monde de la coopération, de l'intelligence, de la résilience, etc. Et aujourd'hui, on parle plutôt de robustesse des systèmes que de performance. Et donc, on les prépare à la robustesse, c'est-à-dire non pas travailler sur ses forces et les renforcer, mais travailler sur ses faiblesses pour en faire des talents nouveaux. Voilà. Donc, je pense qu'on prépare mieux à l'entreprise. Oui, absolument, absolument. Et, OK, comment est-ce que, tout à l'heure, tu disais que tu as eu un enfant qui a vu disparaître son TDAH. Voilà. Comment est-ce que ton approche, en fait, justement, elle vient impacter les symptômes qui, bien souvent, sont dérangeants pour les autres élèves ou pour les enseignants dans un système classique? Alors, effectivement, là, comment dire, les élèves qui sont porteurs de 10, de TSA, c'est 100% de nos enfants, nous, dans l'école. Donc, ils ne dérangent pas, puisqu'en définitive, ils ne sont pas l'anomalie dans un système qui est cru normal. Bon. Donc, c'est pour ça que je comprends la difficulté que peut avoir pour un enseignant qui a 25 ou 30 élèves dans une classe, ces différences-là. Et c'est pour ça que j'aurais pu prendre le parti de rester dans le système et de trouver, mais c'est tout à fait compliqué. Donc, moi, je ne peux répondre que dans un système tel qu'on le fabrique là, effectivement, on répond à une grande partie des difficultés existantes, mais amplifiées dans un système qui fait mal au TDA, qui fait mal au TSA. Un enfant qui est sensible, les néons, le bruit, etc., c'est insupportable. Donc, dans notre univers à nous, on est 25 sur l'ensemble de l'école, etc. Évidemment que tout ce qui fabrique de la souffrance est en train de disparaître, quoi. Alors, je n'ai pas répondu, parce que je ne peux pas répondre à ta question.
Je veux juste répondre sur ce qui fait que chez nous, ça disparaît, parce que simplement, on disparaît les cloisons, on enlève tout ce qui est bruit, tout ce qui est violence. Les élèves, quand ils arrivent chez nous, dans l'école, ils se déchaussent. Et on est vraiment à l'écoute de l'élève et de ses besoins, quoi. Donc, mais je crois qu'effectivement, une salle de 30 ou 32 enfants, le sixième n'y arrivera jamais, quoi. N'y arrivera jamais. C'est très compliqué. Il y a des choses qu'on peut mettre en place pour atténuer un peu, pour aider, mais on ne va pas avoir les mêmes résultats que toi tu as, forcément, sans mettre tout ça en place. Oui, sinon, tu serais resté. Mais je suis très lucide. Si on mettait les mêmes moyens dans l'enseignement public qu'on se les donne pour nous, évidemment, on aurait des résultats qui seraient sensiblement les mêmes, quoi. Donc, tu mets 25 enfants dans un collège, ça sera complètement différent forcément. Donc voilà. Donc, nous, on se donne les moyens, mais parce qu'on ne scolarise pas 25 millions d'enfants, quoi. Donc, pour ça, je ne me permettrai jamais de critiquer, même si des choses qui peuvent être critiquables. Voilà, ça ne fait pas avancer de le critiquer, quoi. Je préfère essayer de fabriquer quelque chose en étant conscient que c'est difficile quand on a autant. Mais déjà, on sortait sous l'époque de Jean-Jacques Rousseau. Quand Rousseau pensait la démocratie, il a pensé en Suisse, parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qu'en France. Donc, effectivement, le nombre et la massification de l'enseignement, il y a de plus en plus d'élèves qui vont au système scolaire et c'est souhaitable. Donc, forcément, que ça met en valeur ce qui était masqué avant, parce qu'avant, on orientait. Donc, effectivement, l'éducation nationale se trouve confrontée à ces difficultés-là. Donc, dans cet univers-là, on peut juste amortir éventuellement, mais on ne peut pas régler le problème. Ça, j'en suis convaincu, sinon je serais resté dedans. Bah oui, bien sûr, absolument. Est-ce que tu aurais des conseils à apporter, même si c'est une lecture d'un ouvrage ou un outil particulier pour les personnes, alors soit les AESH ou les enseignants, voilà, qui sont bloqués dans ce système et qui aimeraient explorer autre chose? Est-ce que tu peux proposer au moins une entrée en matière? Alors, ils peuvent s'inscrire à la catalogue de formation de WISEM. Nous avons ouvert un centre de formation justement, déjà parce que ça permet de financer aussi les écoles. Mon obsession, c'est d'arriver à la gratuité ou presque de l'école. Pas la gratuité parce que toujours quelqu'un qui paye, mais arriver à ce que, en aucun cas, l'argent soit un frein. Et donc, on a notre centre de formation qui permet de développer justement tout ça, les talents, etc. Et c'est l'échange, le groupe de parole, enfin, tout ce qui permet d'échanger. Les lectures, c'est bien, mais je pense qu'il faut que les enseignants aussi aillent voir des expériences. Non pas pour dire « Ah, c'est comme ça », mais dire « Qu'est-ce qui se passe quand il se passe ça ?» Voilà. Et donc, je serai le premier à dire « Expérimentons, rencontrons-nous, qui viennent chez nous ». Et j'étais très surpris de voir une erreur de ma part. Enfin, j'ai cru que l'enseignement ne nous regarderait pas, mais la mairie de Vernon nous accueille vraiment les bras ouverts. Et on a vu l'inspecteur d'académie qui nous dit est-ce que vous seriez partant de rentrer dans les classes du primaire, de rencontrer les enseignants, parce qu'on a besoin de cette sensibilisation, de cette approche, etc., avec beaucoup d'humilité, et dire voilà, nous on essaye ça, voilà, qui est vraiment, et en prenant en compte que dans des environnements, ce que j'appelle la capacité, ça y est, dans un environnement, et qu'on ne peut pas demander à un environnement avec ses contraintes de faire tout. On ne peut pas demander à l'éducation nationale de faire tout par rapport aux contraintes qu'on lui impose, qu'on lui impose en termes financiers. Vous ouvrez une école à Vernon en septembre? En septembre, et on ouvre une école à Caen en janvier. Et Super. on est demandé à Rouen pour l'instant, on est demandé à Rouen aussi très fortement. Alors ce qui est intéressant, c'est que les écoles, c'est l'anti-Starbucks Café, même si j'ai un contre Starbucks Café. C'est que ce qui est au cœur du projet WISEM, c'est le mode projet, quand je t'en ai parlé, cette façon peut-être un peu singulière d'aborder le projet sur ces trois dimensions. Et derrière, le local à Vernon est un local de 100 mètres carrés dans un espace. À Caen, c'est dans un mot, c'est dans un tiers-lieu absolument fabuleux. C'est un tiers-lieu de folie.
Et donc, à chaque fois, le lieu va être un lieu d'un ancrage territorial spécifique. Voilà. Si on veut soutenir WithAim, votre développement, comment on fait? Où est-ce qu'on vous retrouve? Alors, il y a un site qui s'appelle www.witham.fr. Alors, il y a plusieurs façons de nous aider, de devenir un adhérent. C'est 35 € par an qui permet d'avoir accès après, on a créé notre newsletter, etc., et d'être au courant des événements, etc., qui permet d'avoir de la trésorerie. Deuxième façon, on a du mécénat, des dons, mécénat financier, mécénat d'entreprise, mécénat de compétences. Et puis, c'est de parler aux entreprises dans le réseau pour que on puisse avoir plus d'adhérents. Et puis les entreprises puissent se dire, il y a un truc intéressant qui se passe là, parce que le business plan repose aussi sur la capacité des entreprises à s'engager. Mais on demande aux entreprises 1 000 € par an. 1 000 €, alors s'ils veulent donner plus, ils donnent plus, hein, évidemment. Mais on donne 1 000 € par an. Alors, certains m'ont dit, alors, on croit aussi que les entreprises, les associations peuvent défiscaliser, ce qui est faux. Certaines associations dites d'intérêt général, mais les associations ne peuvent pas défiscaliser s'ils ne sont pas d'intérêt général. Et donc, l'entreprise dit, on ne peut pas défiscaliser. Et là, je leur dis, mais oui, mais enfin, quand vous défiscalisez, mettons, vous donnez 1 000 €, vous allez avoir une défiscalisation à 660 €. Mais il vous reste 340 € que vous auriez investi de toute façon. Donnez-nous ces 340 €. Ce que vous auriez en fait investi. Ça demande à nous d'aller chercher plus d'entreprises, mais t'imagines bien au prix où est la scolarité chez nous, 1 750 € par an pour le. Il suffit qu'une entreprise donne 1 000 € et elle finance pratiquement la scolarité d'un enfant sur un an. Et comme on n'a que 25 enfants inscrits dans l'école, quand on a 30 enfants, on ouvre une deuxième école. Eh bien, sur toute la Normandie, par exemple, 30 entreprises qui donnent 1 000 €, on est pratiquement sur la gratuité. 30 entreprises sur la Normandie, ce qui est ridicule. Donc, c'est peut-être être des ambassadeurs, des ambassadrices, de dire, voilà, le modèle, il repose là-dessus. Une entreprise donne 1 000 €. Qu'elle ne veuille pas le faire, oui. Qu'elle dise, je ne peux pas, c'est pas vrai. 1 000 € par an, une entreprise, elle peut. Si elle ne peut pas, c'est qu'elle ferme boutique. 1 000 €, même payable en 3 fois, on peut le faire. Et donc, c'est vraiment cette idée-là, c'est d'insuffler un nouveau modèle économique qui fait que dans les territoires, les entreprises se rappellent que la RSE, responsabilité sociale, écologique de l'entreprise, c'est de promouvoir le vivant et promouvoir sa pérennité. Voilà. Mettez la RSE en action, ayez de vraies actions concrètes. Et vous comprenez bien que les gens ont des œillères. Les enfants chez nous, ils n'ont pas d'œillères. Donc, ils sont capables de trouver des solutions hallucinantes, parce qu'eux, ils ne sont pas encore fermés. Je vous rappelle que Louis Braille a inventé le braille dans sa chambre tout seul à 15 ans. Louis Braille, il n'avait pas un bac plus 7 pour inventer ce langage pour les malvoyants. 15 ans dans sa chambre tout seul. Combien de génies, de gens brillantissimes sont dans des coins? Et nous, on ouvre. Pour ça qu'est le lab éducatif, le Fab Lab au cœur de l'école. Le lab est ouvert aussi les week-ends, etc., pour que toutes celles et ceux à qui on ne s'adresse jamais puissent venir prototyper chez nous le week-end et le soir. Parce qu'il y a des idées de génie, du low-tech fabuleux, et c'est perdu ça. Donc.